Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Les titres de ce mercredi 4 octobre. Projet Tornado, non ce n'est pas le nom d'un film mais d'une expérimentation lancée par la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire à l'occasion du rendez-vous de la mobilité. Pendant 3 ans, des véhicules électriques autonomes sont testés sur le territoire. Explication en début d'édition. 378 communes franciliennes en sont déjà équipées. Linky doit remplacer d'ici 2021 les anciens compteurs électriques. Conçus par Enedis pour mieux gérer notre consommation et faciliter la transition énergétique. Pourtant, associations et élus s'inquiètent de l'installation de ce compteur connecté. Notamment dans le sud des Yvelines, nous recevons David Jutier, conseiller municipal écologiste à Rambouillet. Enfin, c'est un rendez-vous annuel à plaisir. La 24e fête du miel se tient le week-end prochain. Temps fort pour l'apiculture avec invité d'honneur et animation au programme. On en parle dans ce journal avec Jackie Boisseau, apiculteur et organisateur de cette fête du miel. 12 000, on ouvre ce journal par le chiffre du jour. Environ 12 000 familles franciliennes sont logées actuellement à l'hôtel dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dispositif financé par l'État. C'est un dernier recours quand il n'y a plus de place en centre d'hébergement. À l'approche de l'hiver, le SAMU social de Paris alerte sur le sujet et les nuitées hôtelières disponibles viennent à manquer. Et début septembre, par exemple, en une journée, le SAMU social n'a pas pu trouver de solution pour 314 familles, dont plus de 500 enfants. Un bus sans conducteur, une navette dirigée par un ordinateur. Le futur se développe à Rambouillet Territoire. La communauté d'agglomération a organisé le week-end dernier son rendez-vous de la mobilité avec en toile de fond une problématique principale. Comment se déplacer demain? Élément de réponse avec David Charpentier et Nicolas Kirillovitz. Une navette rouge qui se déplace sans bruit, mais surtout sans chauffeur. Voilà peut-être à quoi ressemblera le véhicule que nous emprunterons dans quelques années pour faire nos courses ou aller au travail. La communauté d'agglomération de Rambouillet présentait son projet Tornado au public ce week-end. Un projet qui vise à développer les technologies des véhicules autonomes et porté par le constructeur automobile Renault. L'occasion aussi de se projeter dans quelques années et d'imaginer des navettes et voitures où le chauffeur est remplacé par des capteurs, GPS et caméras. En premier, on a besoin de voir qu'est-ce qu'il y a en face. Donc, il y a les caméras de vidéo. De ces caméras de vidéo, il faut qu'ils disent à l'ordinateur qu'est-ce qu'il y a. C'est un piéton, c'est un véhicule, c'est un vélo. Donc, il fait la classification, non ? Mais aussi, il faut que ces caméras, ces capteurs, me disent à quelle distance est un autre véhicule par rapport à mon véhicule. Donc, je mesure la distance. Les véhicules autonomes sont désormais testés pour 3 ans sur le territoire de Rambouillet. Et en plus de l'intérêt technologique évident d'un tel projet, l'utilité est aussi vitale pour les zones rurales. Et cette mobilité fait partie, j'allais dire, des deux enjeux de ce territoire qui émanent de la demande à la fois des citoyens et des élus, c'est-à-dire la mobilité en sens je vais d'un point à un autre, et un autre sujet qui effectivement ne concerne pas aujourd'hui, qui est aussi la fibre, puisque ces territoires ont besoin d'être connectés, et la problématique aujourd'hui, c'est qu'ils sont très peu, donc la mobilité est un point important. Les premiers véhicules sans chauffeur devraient rouler dans des conditions réelles en 2020 dans le sud Yvelines, une fois les technologies au point et le risque d'accident presque nul. On accueille sur ce plateau David Jutier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élu Europe Écologie Les Verts au conseil municipal de Rambouillet. Vous siégez dans l'opposition et vous siégez également au conseil communautaire de Rambouillet Territoire. Avant de parler des compteurs Linky, vous êtes venu pour ça sur ce plateau. Je voulais vous faire réagir sur ce sujet. Le projet Tornado qui vous conseille également. Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet ? Moi, j'en pense qu'on avait d'autres priorités en matière de mobilité et de transport dans le sud Yvelines que de se lancer dans ce qui est quand même principalement du gadget et en plus à moyen terme, plus de 3 ans. Ce dont on a besoin dans le sud Yvelines, c'est immédiatement du transport à la demande, des transports en commun améliorés, les circulations douces qui sont complètement délaissées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la mobilité pour tout le monde, tout de suite, et pas des gadgets du futur qui font plaisir à certains parce que ça permet de se mettre en avant, de faire de beaux événements comme on a vu ce week-end, mais qui résolvent en rien les problèmes de quotidien, de mobilité, de transport des Sud-Yvelinois. Vous l'avez sans doute déjà dans votre foyer, ou l'aurez bientôt. Linky poursuit son déploiement. Ce compteur intelligent est connecté à Internet et communique automatiquement à Enedis vos données de consommation en électricité. En région parisienne, il doit remplacer 6 millions d'anciens compteurs d'ici 2021. 378 communes franciliennes en sont déjà équipées et certaines ne le voient pas d'un bon œil. David Jutier, vous avez, organisé dimanche une réunion publique à charge contre Linky. Pour vous, ce déploiement est une opération
opération dangereuse. Pourquoi ? Alors, la réunion qu'on a organisée n'était pas spécialement à charge, elle était avant tout une première réunion d'information, puisqu'il y a dans ce déploiement massif de 35 millions de nouveaux compteurs, et moi je préfère les appeler des capteurs, et d'ailleurs le terme il n'est pas de moi, il est avant tout du président d'Enedis, ce sont des capteurs à données, et non pas vraiment maintenant des compteurs électriques. Cette réunion elle était là pour informer les utilisateurs et les utilisatrices, puisque ce déploiement il se fait sans aucune concertation, sans aucune information, et à marche forcée, il faut bien le dire. Alors pourquoi est-ce que c'est dangereux ? Pourquoi est-ce que nous on se bat contre Linky ? On ne se bat pas contre un compteur électrique, c'est pas ça le problème. On se bat contre Linky et son monde, c'est-à-dire la vision globale dans laquelle le Linky est déployé. D'abord, je l'ai dit, elle est déployée sans aucune concertation, premièrement. Vous le regrettez, oui, il aurait fallu plus de discussion. Le minimum, quand on installe quelque chose chez les gens d'aussi important qu'un capteur qui va récupérer toutes vos données de consommation, qui va les envoyer à un opérateur sans aucune transparence, le minimum, c'est quand même de demander leur avis aux gens et de les informer. D'autant que ce capteur Linky, il envoie du courant à l'intérieur du réseau domestique, il émet des ondes électromagnétiques dont on ne sait pas exactement quels effets elles peuvent avoir. Elles viennent en tout cas augmenter le niveau de pollution électromagnétique des foyers, ça c'est certain. Oui, mettant en avant un risque pour la santé aussi, c'est ça ? Il peut y avoir un risque pour la santé. Nous, ce qu'on demande, c'est que le principe de précaution soit appliqué et que celles et ceux qui ne souhaitent pas rajouter un appareil producteur d'ondes électromagnétiques chez eux le puissent, tout simplement. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, on le leur impose. Donc le premier problème, il est là. On impose à tout le monde, et souvent par la force et sans rien demander, un capteur qui va collecter des données, qui va les envoyer à un opérateur Enedis, qui depuis s'est déclaré comme opérateur Big Data, c'est-à-dire capable de gérer des données de masse. Oui, mais l'idée avancée avant tout, c'est de mieux gérer sa consommation, peut-être aussi faciliter la transition énergétique. C'est un sujet qui peut aussi vous toucher. Cet argument-là, évidemment qu'on devrait y être sensible s'il était vrai, mais ce n'est pas vrai. C'est pas parce que vous installez un nouveau compteur chez un particulier ou une entreprise ou n'importe quelle autre entité et que vous donnez au foyer la possibilité par une interface web, parce que c'est ça en fait que va faire il est connecté à Internet. Linky, voilà, vous avez un accès à un portail qui vous donne votre consommation, un historique de votre consommation. Donc, les économies d'énergie qu'on nous promet avec Linky, elles ne viennent pas du tout de l'opérateur lui-même, elles ne viennent pas d'une meilleure régulation globalement du réseau, elles viennent des éco-gestes que pourraient faire les utilisateurs et les utilisatrices en ayant une meilleure connaissance de leur consommation. Et ça, on a montré absolument partout. Il y a eu des groupes d'études de formés, il y a eu des tests de fait un peu partout en Europe, que ça marche les premières semaines parce que la pose du compteur était accompagnée d'une sensibilisation et d'une information à ce moment-là, ce qui n'est pas, le cas en plus. Mais très rapidement, les habitudes reviennent et de toute façon, si on doit faire tourner une machine, si on doit réfrigérer ses aliments, on le fait, qu'on sache ou pas que ça consomme. Donc les économies d'énergie, elles ne viennent pas majoritairement du compteur ou du capteur. Mais concrètement, quels sont aujourd'hui les moyens d'action ? On voit qu'il y a des communes qui ont pu s'opposer à ce compteur. Je pense à la commune de Bondy qui avait pris un arrêté anti-Linky. Le maire s'est retrouvé devant le tribunal administratif qui lui a donné tort. Aujourd'hui, quels sont les moyens d'action pour essayer de reculer ? Il y a aujourd'hui en France plus de 400 communes qui ont délibéré pour s'opposer au déploiement de ces capteurs communicants Linky. Ça veut dire que l'inquiétude, elle est forte aujourd'hui. Jusqu'à présent, Enedis passait en force. C'est-à-dire qu'il envoyait même pas ses propres troupes sur le terrain, mais il fait appel à des sous-traitants. Et on y reviendra si vous voulez, mais il y a quelque chose de tout à fait cynique. On va déjà arriver à la fin de ce conseil, mais je vous demande de conclure très rapidement. Mais effectivement, aujourd'hui, Enedis passe outre et passe en force. Donc c'est à chacun et à chacune de se saisir des documents. Les lettres types pour envoyer à Enedis se trouvent sur Internet très simplement, pour refuser la pose du compteur et s'en protéger. Et puis agir individuellement. Juste un mot quand même sur l'impact sur l'emploi, parce que c'est quelque chose aussi qui est mis en avant. Enedis nous dit qu'en déployant Linky, il crée 10 000 emplois. Et ça aussi, c'est un mensonge aussi faux que le fait qu'on va faire des économies d'énergie avec Linky. Ce seront 10 000 emplois supprimés chez les sous-traitants qui aujourd'hui posent le Linky, qui ensuite
une fois cette mission terminée, verront leurs emplois disparaître parce que les relèves à pied et toutes les opérations de maintenance qui sont faites manuellement s'il vous plaît, ne seront plus effectuées sur le terrain. Donc le seul avantage du Linky, il va directement à Enedis, sans qu'il y ait aucune transparence, aucune concertation et bien entendu aucun bénéfice sur la consommation et sur la transition énergétique. Merci David Jutier pour ces réponses. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal d'opposition à Rambouillet sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts. Merci beaucoup. Santé à présent, l'association France Alzheimer Yvelines a organisé une distribution la semaine dernière, quelques jours après la journée mondiale consacrée à la maladie. Des manchons sensoriels ont été remis aux patients de l'hôpital gérontologique de Chevreuse. Ce sont des gants spécifiques. Objectif, détendre les personnes atteintes par la pathologie. Reportage de Mickaël Midoro. C'est une première dans les Yvelines. Les patients atteints de la maladie d'Alzheimer de l'hôpital gérontologique de Chevreuse se sont vus offrir des manchons, ou plutôt des gants de stimulation sensorielle, une technique importée de Grande-Bretagne par une Écossaise, Cara Garcia, qui habite aujourd'hui Orgeval. J'aime bien tricoter et j'ai vu que ça se faisait en Grande-Bretagne, ces manchons. Et lors de vacances au mois de février, en discutant avec ma mère qui tricote aussi, je me suis dit tiens, je vais voir en France en rentrant si ça se fait. Et sur internet, je n'ai rien vu. Et puis j'ai contacté monsieur Fournier de l'association France Alzheimer Yvelines qui m'a dit qu'effectivement, il ne connaissait pas, mais qu'il serait très intéressé pour développer l'idée. Les mouflons distribués ce vendredi 29 septembre ont tous été confectionnés à la main, bénévolement par des couturières amateurs. Tout a été pensé pour relaxer les patients. Donc nous avons des textures de laine qui sont différentes, des objets à toucher, à manipuler, un petit cordon. Et puis à l'intérieur, donc il y a aussi une poche qui peut servir comme une petite cachette en fait pour mettre une photo ou un mouchoir. Et c'est doux et les mains sont donc au chaud à l'intérieur et puis on peut toucher l'extérieur. Après une première prise en main, verdict. C'est bonne aventure pour l'hiver. Parce que c'est pour l'hiver, n'est-ce pas ça? Ben oui, c'est chaud. C'est bien. Ça vous plaît? Oui, ça me plaît. Ça plaît à tout le monde. De nouvelles distributions gratuites sont prévues dans les maisons de retraite et les hôpitaux yvelinois dans les prochains mois. La maladie d'Alzheimer touche entre 15 000 et 19 000 personnes dans le département. Il a été le premier ensemble de bureaux construit à Saint-Quentin en Yvelines en 1976. L'immeuble international a entamé son lifting. Le Carré, c'est son nouveau nom, va accueillir plus de 20 000 mètres carrés de bureaux et 131 logements à Montigny-le-Bretonneux. Livraison prévue fin 2019. Travaux de démolition et de désamiantage sont en cours. Le site vise une quadruple certification environnementale. Ce serait une première en France. Toujours à Saint-Quentin en Yvelines, mais quelques kilomètres plus loin, depuis la rentrée, le centre équestre de l'île de loisirs a changé de nom et de gestionnaire. Il est devenu le Sky Équitation. Possibilité désormais de réserver ses cours sur Internet et de payer en ligne. Des démarches simplifiées, mais l'offre reste la même. Camille Lambert. Un peu farceur, les nouveaux venus du centre équestre de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Julie est monitrice d'équitation depuis 2 ans. Son rôle, former les jeunes cavaliers pour la compétition et surtout développer la relation avec leur monture. C'est un cours avec beaucoup de nouveaux poneys, donc des bébés, des tout jeunes bébés tout juste débourrés. Donc c'est pour ça que c'était un petit peu branlant au départ. Mais il faut les former et c'est ces cavaliers-là qui les forment du coup sur les cours. Il y a des complicités qui se créent, il y a des affinités qui se créent et on essaye de privilégier ces affinités-là parce que surtout sur du dressage de jeunes chevaux, c'est le plus important en fait. On en a vraiment besoin. Comme Julie, 6 autres moniteurs et soigneurs travaillent ici. Depuis le 28 août, la structure est devenue Ski Équitation et a changé de gestionnaire. La région Île-de-France reste propriétaire, mais c'est la société privée Dahlia qui a repris les rênes. Si l'offre du centre reste la même, les modalités, elles, ont évolué. Un nouveau site internet, une nouvelle page Facebook. Et les adhérents ou même extérieurs ont possibilité maintenant de pouvoir s'inscrire en ligne, d'effectuer des règlements en ligne, de pouvoir régler aussi en plusieurs fois, ce qui était quelque chose de beaucoup plus complexe quand on est géré par l'État. Après 20 ans d'existence, le centre équestre compte aujourd'hui 250 adhérents, débutants ou confirmés.
Cette nouvelle gestion devrait lui apporter un coup de jeune avec quelques investissements. Une nouvelle carrière et une dizaine de box sont prévus. Chaque année, la 24e fête du miel se déroule ce week-end au Château de Plaisir. 2 jours d'animation dédiés à l'apiculture francilienne, au nectar de fleurs et à ses produits dérivés. Bonsoir Jackie Boisseau. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Plaisir Village Animation qui organise cet événement. Vous êtes également apiculteur depuis une trentaine d'années. Quel intérêt justement de consacrer un week-end au miel, de faire découvrir ou redécouvrir ce produit ? Eh bien, chaque année, on refait découvrir donc toutes les valeurs donc du miel qui sont produits sur l'Île-de-France et uniquement sur l'Île-de-France. C'est une spécificité, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas avoir de revendeurs et donc avoir donc des miels typiques de nos régions, des hauts plateaux d'Île-de-France, si je peux me permettre. Mais c'est important de valoriser ce produit francilien. Bien sûr, parce qu'il y a des produits qui sont... on a une nature riche en région parisienne et notamment sur la région de Plaisir où on a donc de très grandes forêts qui sont à proximité et dont les abeilles se gargarisent. Alors quand on parle miel, on pense bien sûr au côté gustatif tout de suite, mais c'est aussi un produit avec de nombreux bienfaits, le miel. Oui, on l'utilise depuis la nuit des temps. C'est un produit magique qui est utilisé aussi bien pour la médecine que pour les bienfaits de la gastronomie. Il y avait d'ailleurs beaucoup de boissons dans l'Antiquité et au Moyen-Âge qui étaient à base de miel, des vins, l'hydromel aussi. L'hydromel, donc c'est une boisson certainement plus ancienne que les vins qui existent. Et donc c'est un produit que l'on propose aussi à découvrir. Alors justement, vous êtes apiculteur depuis une trentaine d'années. Alors c'est une passion. C'est une passion. C'est une passion. Ça n'était pas ma profession. D'accord. J'étais donc collaborateur Renault et donc pour me déstresser donc de mes activités, puisque j'étais acheteur chez Renault, j'ai trouvé ce moyen donc de me ressourcer. Et si on revient à cette fête du miel, l'idée aussi, avant tout, il y a une vocation pédagogique, c'est d'informer sur les premières productrices du miel qui sont les abeilles. Alors sur ces 2 jours, donc, il y aura effectivement des ateliers pédagogiques, puisque c'est notre vocation première. On n'est pas là pour faire un business, on est là aussi et essentiellement pour faire de la pédagogie. Il y aura donc 2 extractions qui seront faites. Une le samedi après-midi, vers 15h30. Ça se fait sous forme d'atelier, c'est ça ? Oui, c'est un atelier d'extraction où le public peut venir participer et visualiser en live donc, la récolte du miel. Et puis une extraction qui sera faite aussi le dimanche après-midi, dans le même état d'esprit, avec de nombreux ateliers pour les enfants, parce qu'on s'adresse essentiellement aux enfants, qui sont donc porteurs de messages, certainement beaucoup plus que les adultes. Comment on rassure justement les enfants ? On peut avoir peur des abeilles, avoir peur de la piqûre d'abeilles ? Eh bien, c'est une image forte que les parents transmettent, parce qu'en fin de compte... Mais peut-être à tort aussi ? À tort. Et en général, ce que je propose, moi, c'est, selon le météo et selon les conditions, mais on met une petite goutte de miel sur le doigt et les abeilles viennent se poser sur le doigt. Et c'est quelque chose de magique pour les enfants. Côté sensibilisation aussi, il y a peut-être l'idée de parler, je ne sais pas, de l'espèce des abeilles peut-être qui est en danger. Alors on parle aussi bien sûr donc, de nos espèces endémiques qui sont l'abeille noire qui existe depuis à peu près 15 ou 20 000 ans, depuis les dernières glaciations. Et on essaye donc de travailler et de sensibiliser les apiculteurs et la population à ce risque majeur qui est la disparition de notre abeille locale. Alors pour cette fête du miel, chaque année, il y a des invités d'honneur. Qui sont-ils cette année ? Alors cette année, nous avons invité l'ambassadeur du Cameroun à Paris, puisque nous avons réalisé au mois d'avril une mission au Cameroun pour faire un audit et une formation sur la filière apicole au Cameroun. Très bien. Et donc on a fait un retour donc, vers l'ambassadeur du Cameroun qui, je l'espère, sera présent. Des dégustations aussi au programme, j'imagine ? Bien sûr, ça c'est essentiel. Les dégustations, ce sont des choses essentielles pour faire vivre cette fête du miel. On a donc aussi bien les dégustations donc, de miel. De miel, oui. Produits dérivés aussi. Les produits dérivés, des boissons médiévales, tout ce qui peut graviter autour du miel. D'accord, on pourra goûter aussi des boissons qui se faisaient autrefois. On peut goûter aussi les boissons, notamment l'hydromel. Un dernier mot peut-être sur la fête. Il y a une exposition aussi qui est programmée pour cette fête du miel.
Alors les expositions, ce sont des expositions pédagogiques, hein, c'est essentiellement les découvertes donc, de nos prédateurs aussi. Ce sont les frelons asiatiques qui sont des prédateurs redoutables, hein, qui sont arrivés en France. Et on essaie de sensibiliser le public à la reconnaissance donc, de cet insecte qui est en train de faire de très très gros ravages en région parisienne. Enfin, pas forcément qu'en région parisienne d'ailleurs, surtout sur l'ensemble de la France. Merci Jackie Boisseau d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes apiculteur organisateur aussi de cette fête du miel. La 24e édition se tient ce week-end dans les communs du château de Plaisir. Rendez-vous de 10h à 18h. L'entrée est libre et pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. À Villepreux, l'église Saint-Vincent-de-Paul fête ses 50 ans toute cette semaine. Une série d'événements, expositions, conférences, concerts et même une messe anniversaire dimanche à 10h30. Écoutez le curé de la paroisse au micro de Nicolas Kirillovitz qui nous explique l'importance de cet événement. D'abord parce que je crois qu'il n'y a pas d'avenir sans passé. Et qu'il est donc important de se tourner vers notre passé, vers notre histoire, vers notre culture, pour pouvoir envisager sereinement notre avenir. Je crois aussi que c'est très important d'honorer les personnes, aujourd'hui encore vivantes, hein, bien sûr, qui ont participé à la construction de cette église. Et puis, toute occasion est bonne pour faire la fête. Hein, il y a beaucoup d'occasions de pleurer, malheureusement, et je crois que cela nous est donné pour qu'on puisse se réjouir. La danse et particulièrement le breakdance était à l'honneur dimanche dernier à Maurepas. Près de 150 personnes ont participé à la qualification pour le championnat de France de la discipline. Une étape du B-Boy France Tour 2017 organisée par l'association World Step Events. C'était au gymnase de la Malmedonne. Retour sur l'événement avec Nicolas Dandry. En tournant sur la tête, en équilibre sur les bras ou des tours de passe-passe, la culture hip-hop mise à l'honneur par l'association World Step Events de Maurepas, en co-organisant les qualifications régionales de breakdance pour le championnat de France. C'est de promouvoir le hip-hop auprès des jeunes et auprès de tout public d'ailleurs, puisque le hip-hop c'est une culture, hein, c'est une philosophie. Et du coup, en fait, c'est aussi de pouvoir créer une compétition parce que, effectivement, la danse, c'est culturel, mais c'est quand même un sport. Plusieurs catégories dans cette compétition, junior, girl, b-boy, top rock et crew. Chaque breaker a sa préparation, sa technique et son ressenti musical. Je m'échauffe, je fais quelques mouvements, mais pas trop non plus pour pas montrer aux autres que tous les mouvements que j'ai. Après, une fois qu'on est lancé, faut tout donner. Et le but, c'est d'être musical tout en étant technique. Ça, c'est assez difficile à faire et il faut savoir combiner les deux. Je joue beaucoup sur l'énergie et l'agilité. Et tout en essayant d'être musical. Beaucoup de passe-passe mélangés à des phases, voilà, avec des bons blocages sur la musique en freeze. Engagé dans la catégorie B-Boy, Camille s'est arrêté en demi-finale. Kailis Viry, lui, a remporté le concours Top Rock. Il est qualifié donc pour les championnats de France prévus à Liévin le 18 novembre prochain. C'est la journée mondiale des animaux. Rendez-vous pour sensibiliser à leur protection et à la disparition de certaines espèces. Et justement, avant de refermer ce journal, nous partons sur la trace des animaux, direction le parc animalier de l'Espace Rambouillet, une plongée en forêt pour découvrir les habitants de ces bois. C'est avec Mathilde Demilly. Depuis une quarantaine d'années, les grands animaux sauvages de la forêt sont logés dans l'espace Rambouillet, qui est devenu un parc animalier et forestier géré par l'Office national des forêts. Ici, on est à une petite heure effectivement de Paris, au cœur de la forêt domaniale de Rambouillet, qui fait près de 22 000 hectares. C'est la plus grande forêt à l'ouest de Paris. Et en particulier à l'espace Rambouillet, nous sommes dans un espace clos de 250 hectares, dans lequel on peut trouver en grande densité les grands animaux de nos forêts, à savoir des cerfs, des chevreuils, des daims et des sangliers. Et ce donc en liberté. Il n'y aura pas de barrière, il faut passer un peu plus de temps pour les observer, mais il y aura aussi une émotion différente parce qu'il y a un peu de sensationnel et d'imprévu. S'éloigner de la ville et du bruit pour les citoyens urbains en s'immergeant dans la nature, c'est l'objectif du parc qui développe de nombreuses activités pour se rapprocher des animaux. Nous proposons des visites libres donc pour les visiteurs et puis aussi des visites guidées, donc accompagnées,
sur cette partie grands animaux forestiers. Nous avons aussi des démonstrations de rapaces en vol, 3 fois par jour, là encore qui sont en visite libre, et puis des prestations, des activités un peu à la carte, comme des expériences d'un jour. Ça veut dire vivre le métier de forestier, d'animalier ou de fauconnier sur une demi-journée avec des professionnels de l'Office national des forêts. Une expérience naturelle pour les enfants qui doivent apprendre à respecter la nature et à trouver des traces pour pouvoir apercevoir certains animaux. J'ai vu les sangliers, les cerfs et les biches. Ça leur fait découvrir un peu les animaux sauvages, enfin plus dans la forêt sauvage. Chercher, apprendre à se cacher un petit peu dans la forêt pour pas que les animaux les voient. Plein de choses sur les arbres aussi. Aussi les sangliers, ils étaient tout près de nous. On dirait qu'ils allaient foncer sur nous. Ouais, on a eu peur des sangliers. Une balade forestière aux portes de Paris qui peut peut-être nous faire tomber nez à nez avec quelques mammifères poilus. C'est la fin de ce 7-8 journal, replay disponible sur notre site internet et notre application mobile TV78. Excellente soirée à tous.